Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre, c'est ça que tu nous as dit. Ouais. J'ai un ami que vous connaissez sans doute, en plus JC t'a parlé des neurosciences, il s'appelle Idriss Aberkan. Sur ses chaussures, il y a écrit si tu traverses l'enfer, tu peux toujours avoir le choix de le faire avec le sourire. Il a toujours ça écrit sur ses chaussures. C'est un petit peu ça que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller volontairement dans l'inconfort. Mais en fait, on s'en fait des montagnes, hein, et je pense qu'on a des croyances qui nous limitent énormément dans ce genre de choses, puisque vous qui êtes pour la plupart sportives et sportifs, en fait, vous aimez vous faire du mal, quoi. Hein, donc c'est très bien. L'effort physique, c'est pas parce qu'il est douloureux qu'on le redoute ou qu'il nous rebute. On aime se challenger et on aime se mettre dans ce genre de situation-là. On kiffe vraiment l'effort, même si ça fait mal, ça pique, on a chaud, ça gratte, c'est insupportable. Sur le moment, on dit punaise, qu'est-ce que c'est dur, mais on y revient le lendemain. En fait, vous connaissez ça. On n'a qu'un seul système nerveux. Voilà. Que ce soit le froid, que ce soit l'inconfort du sport, que ce soit autre chose. La réaction physiologique, c'est toujours un peu la même, et vous êtes toujours un peu face à votre narration interne, c'est quelle est l'histoire que je me raconte, là, maintenant. Et en fait, ça, c'est le déterminant, vraiment, de la résultante. C'est-à-dire, ce que vous mettez en préparation de tout ça, ce que vous vous racontez dans votre tête, punaise, on va faire un bain froid, tout ce qu'on a dit, les blagues comme ça, qu'on essaie de désamorcer la situation, où vous y pensez depuis hier. Je t'ai croisé tout à l'heure en te serrant la main, tu m'as dit, il y a plein de gens, à tous mes collègues, ils veulent pas le faire et tout. Et en fait, tout ça, moi, j'aime qu'on me dise ça. Parce qu'en fait, là, on va se découvrir soi-même. Hein. Si c'était facile, il n'y aurait pas de croissance. Hein, le vivant n'a jamais... voilà, pour ceux qui ont vu la conférence sur l'antifragilité que j'ai faite par Zoom, là, on retrace un peu l'histoire du vivant et l'histoire des sciences, etc. Sans épreuve, sans difficulté, sans inconfort, il n'y a pas de croissance. Aussi bien au niveau biologique que, nous, à notre échelle, mentale. Donc, ça, voilà, magnifique. Ça aussi, c'est un genre d'inconfort qu'il faut supporter. Le fait que ça se mette en pause. J'aimerais qu'on prenne ce moment-là qu'on va passer ensemble sur véritablement l'observation interne. Vraiment, l'observation de ce qu'on se raconte dans notre tête. Okay. On va faire un topo physiologique parce que c'est sans doute ce que vous attendez, mais pour moi, c'est ce qui est finalement le moins intéressant. Hein, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la préparation mentale. Bon, préparation mentale et physique, on n'est que nous en Occident à faire une dualité, une séparation entre le corps et l'esprit. Hein, il y a plein d'autres cultures qui ne le font pas. Tout ce qui se passe en Orient, hein, Inde, Chine, Japon, eux ils parlent du corps-esprit. Hein. Nous en Occident on dit bon il y a le corps d'un côté, il y a l'esprit de l'autre et ce serait comme deux entités complètement séparées. Pour moi ça c'est un peu illusoire. Hein. On se rend bien compte qu'on est un seul truc intriqué, quoi. Et que donc ce qu'on va dire sur le corps ça aura des impacts sur l'esprit, ce qui va se passer dans la tête ça aura des impacts sur le corps. Voilà. Partez de ce principe-là. Est-ce que vous avez des a priori par rapport au froid? Est-ce que y a des, je sais pas moi, il y a des stress, il y a des traumas, il y a des trucs, rien que le froid ça vous fait, ouais. Ouais, je suis allergique au froid. Allergique au froid carrément. Éruption cutanée. Pour aller courir en plein été, j'ai mes gants. Ouais. Parce qu'il y a une forme de douleur vraiment physique par rapport au froid. C'est à partir du moment où j'ai le bout des doigts et des mains froids, j'arrive pas à me réchauffer et du coup j'arrête de faire le sport parce que je suis dans l'inconfort total. Ouais, c'est ça que je voulais vous savoir. Ok, d'accord. Ouais, moi c'est pareil, hier soir j'étais le seul avec Sweet. Doudoune. Je suis arrivé, j'avais mon écharpe. Ah. Voilà. J'ai du mal à dire si c'est culturel ou si c'est vraiment physiologique. Voilà, moi je sors, il fait -2, je suis déjà sorti courir, couvert. Là c'est la réponse plus à la douleur physique, c'est-à-dire que j'aime ça. Voilà, mais moi par exemple le froid là, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Si j'y vais pas, je serai encore plus malheureux. Exactement. Si j'y vais pas, je serai encore plus malheureux. Exactement. Que voilà. Si j'y vais pas, je dis bon quand même, il faut y aller. Mais j'ai pas envie d'y aller. Hein. Oui, mais la décision est déjà prise. En fait, c'est pas une histoire d'envie ou pas envie, hein, très concrètement. J'ai très rarement envie d'y aller. Je fais des bains froids plusieurs fois par semaine avec des glaçons, etc. Et j'ai très rarement envie d'y aller. Ouais. Et j'ai même envie de dire, si j'avais envie d'y aller à chaque fois, ce serait plus intéressant. Moi, ça ne m'intéresserait plus, très concrètement. Parce que, encore une fois,
je cherche à me découvrir moi-même. Après, battre des records et faire des bains de glace et faire des stories Instagram, ça ne m'intéresse pas trop, hein, très concrètement. Donc, ouais. Oui. Dans l'introspection, je me dis, il y a une appréhension, il n'y a pas de peur. Okay. Tu vois, c'est pas une peur, c'est une appréhension, c'est un inconfort. T'as les mains moites, t'as pas la peur. Voilà. C'est le plus important, c'est d'enlever ce facteur-là. Parce que c'est vraiment le facteur vicieux qui va déterminer tous les mauvais choix de décision. Hein, toute décision qui est prise par un facteur peur, on sait qu'il sera au mieux pas optimal, au pire ce sera à notre détriment. Donc l'approche du... Bon, moi j'ai été formé au yoga Tummo, donc c'est un yoga ancestral qui vient du Tibet, où les moines tibétains se baignent dans la glace voilà, et dans la neige, etc. Le Tummo, c'est T-O-U-M-O, hein, très simplement. On avait un maître en France qui s'appelait Maurice Daubard, qui malheureusement nous a quittés, qui était le seul occidental reconnu par les Tibétains comme étant un maître, et j'ai eu la chance d'être formé par ce monsieur. Le Tummo, ça a été beaucoup plus démocratisé et popularisé par Wim Hof, qui n'a jamais cité le Tummo, mais en fait il s'en inspire énormément. Et on ne promet jamais de devenir Superman. On ne promet jamais de dire vous allez développer des super pouvoirs, parce qu'il y a toute une fantaisie maintenant autour du froid qui un peu, parfois, me fait sourire. Par contre, on dit vous allez tellement vous découvrir petit à petit vous-même que c'est la peur en fait qui va s'enlever. Jamais ce ne sera pas froid. Vous rigolez ou quoi? Il y a des glaçons. Évidemment, je vais avoir froid. Jamais ce ne sera pas froid. Par contre, vous allez y aller sans peur. Et ça, encore une fois, c'est la phrase sur les chaussures de mon pote qui dit tu traverses l'enfer, mais tu as toujours le choix de le faire avec le sourire, quoi. Okay. Autre chose par rapport au froid? Un passif terrible? Non, moi, c'est le froid, c'est pas la peine. On n'y parle même pas, on n'y pense pas. En pleine canicule, je dors avec une couette, donc déjà, ça commence par là. Ouais. On les a concentrés par là. Ouais, j'ai l'impression ils sont proches de la sortie, c'est bizarre. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont concentrés tout seuls. Alors que le soleil est là. C'est plus de distance par rapport à la piscine, je pense. C'est ça. Non, mais après, j'aime bien ce que tu as dit dans le fait que quand tu vois un truc, si ça t'intéresse pas, tu y vas pas. Donc j'aime bien cette phrase. Là, moi, pareil, je pense que j'ai dépassé ce truc, ça m'intéresse pas, donc voilà. Non, mais plus sérieusement, je sais pas, je suis un peu comme Gilles, ouais, beaucoup d'appréhension. Sincèrement, ça m'a réveillé cette nuit. J'ai déjà fait plusieurs fois. Okay. Je sais le bienfait que ça fait après derrière, mais non, c'est toujours ce premier truc, tout sportif en fait, je pense. On y va avec la boule au ventre ou autre. Ouais. Après, quand on y est, on y est. Dans quelle situation, quelles circonstances tu l'as déjà fait? Une fois, préparation physique. D'accord. Mais c'était en groupe, enfin. Ouais, en groupe et tout. Un peu comme ça, un peu organisé. Voilà, j'allais tout le temps dernier, bien sûr. Très important. Tu passeras en premier tout à l'heure. Voilà, c'est plus en fait par quand on a au foot, quand on a. Ok. C'était un peu imposé, un peu. Tout le monde le fait, donc j'y vais. C'est ça. Pas trop le choix. Ok. Aujourd'hui non plus. Si aujourd'hui justement, je suis un grand garçon. Voilà, c'est ça. Non, je pense que ça doit être ça. Et après, derrière, une fois, c'était sur une sorte de thérapie. On m'a demandé de le faire et puis j'y suis allé, mais franchement. Un peu à contre-cœur, quoi. Bah là, non, parce qu'on m'avait bien préparé. D'accord. Okay. C'est un message? Non, justement, je l'ai vécu, donc je l'ai dépassé, tu vois. Ok, super, merci. Moi, clairement, le foie et moi, ça ne va pas ensemble. Mais contrairement à mes camarades, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils aient autant peur. Puisque le souvenir que j'ai... Ouais, mais bon, en gros, pas envie, peur. Effectivement, quand j'ai appris qu'on allait le faire, vu que je ne suis pas dans la même configuration, je me dis, il faut une récupération, ou je n'ai pas fait d'activité physique intense, à quoi ça va servir. Tester pour tester, pourquoi pas, c'est le défi qui va m'amener. Du souvenir que j'ai, c'était une appréhension, mais après on y va et puis ça se fait. Donc en fait, peut-être que je parle trop, mais je vais le tout à l'heure. Je préfère ne pas réfléchir, sinon je ne vais pas y aller tout simplement. Je n'aime pas le froid. Je vis à 28-30 degrés toute l'année, pas envie, et puis il arrive froid. On verra bien, c'est tout. Super.
super. Il y a un truc contre lequel je lutte un petit peu, surtout de nos jours, c'est ce qu'on appelle l'hyper-utilitarisme. C'est-à-dire, si c'est pas utile, je le fais pas. Actuellement, comme on vit dans le monde Instagram, Facebook, etc., si tu dis que tu fais un truc du genre les douches froides, la méditation, tu joues de la guitare, très rapidement les gens vont dire mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Cette phrase-là, pour moi, elle est mortifère en fait. Ça sert à quoi? Comme si un truc qui n'avait pas d'utilité, du genre ça va me faire gagner plus d'argent ou ça va me faire devenir... si tu ne peux pas expliquer les bienfaits physiologiques d'une pratique, bah, ça ne sert à rien. Et donc ça ne vaut pas le coup de le faire. Ça, c'est terrible pour moi. Parce qu'on veut vraiment un monde pour nos futures générations où les enfants ont juste le droit de s'amuser pour s'amuser, hein, juste être joyeux pour être joyeux et être dans la légèreté, quoi. On veut ça. On veut un monde comme ça. On ne veut pas un monde où tout est toujours voilà, noir, etc. Et pourtant, on ne s'autorise pas ça. On tue dans l'œuf quand on est toujours dans « ça sert à quoi ?» Et le froid, mais tu fais des douches froides, tu fais des bains froids, mais pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça? Mais ça ne sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de relation de servitude avec ça. Vous prenez quelqu'un qui fait de la musique, guitariste, chanteur, etc. Tu vas pas le voir en disant « mais pourquoi tu joues de la guitare? C'est pour devenir Jimi Hendrix ou jouer à CDC ?» Mais non, je joue parce que je kiffe ça. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu viens me poser des questions? Je t'ai rien demandé. Le froid, la méditation, le sport, c'est pareil. Vous faites votre sport que vous aimez tant. Tu fais je sais pas moi, tu te fais des rounds de boxe sur un sac. Le gars il dit mais pourquoi tu tapes dans un sac? Ça sert à quoi? Il dit mais déjà je t'emmerde, première. Ça dit sac, c'est pour pas les taper dessus. Exactement. Voilà. Si tu veux, on change. Je tape plus sur le sac et je tape sur toi. Il n'y a pas de relation de servitude. Cette pratique-là, elle ne sert pas quelqu'un. J'ai une relation avec elle, avec cette pratique, mais c'est tout. Hein, et je le fais parce que je kiffe ça. Et je veux peut-être... je me découvre en faisant ça. Il y a plein de choses qui émergent en moi et ça me fait plaisir. Le froid, il faut le voir comme ça. Il ne faut pas se dire, je vais vous donner des arguments. Parce que c'est important, parce que vous accompagnez des gens, surtout des sportifs, et il faut avoir des carottes. Bon, bah, c'est bon pour ça, c'est bon pour les mitochondries, c'est bon pour ceci, cela, c'est bien. Sachez-le, c'est intéressant en plus, on apprend le corps humain, très bien. Mais ça c'est la carotte quoi. Ce qui est vraiment le trésor qu'il y a à l'intérieur, c'est le dévoilement de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Hein. Ce qu'on ne veut pas regarder d'habitude, quoi. La poussière sous le tapis, etc. Et ça c'est un jeu. Il y a beaucoup des enfants, le froid, la première fois, ils mettent le pied, ils savent pas ce que c'est, ils y vont et tout. Les bébés, vous voyez, le froid c'est un jeu quoi. C'est j'y vais pas, c'est bizarre. Il faut avoir cet esprit d'enfant par rapport à ça et se dégager de toutes les peurs et les appréhensions qu'on a, quoi, très concrètement. Il y avait une question? Il y avait quelqu'un qui avait levé la main? Ouais, j'ai dit qu'il y avait un rapport à la récompense. Et tout l'enjeu là pour nous, en tout cas, c'est de découvrir la récompense qu'il y a derrière, je pense. Ouais. Pour moi, il y a ça, et en tout cas, ce que j'interprète dans ce que tu dis, c'est finalement quel sens je donne à ce que je fais. C'est pas une servitude de quoi, mais c'est quel sens je lui donne. Et c'est ce qu'on retrouve en entreprise, dans la vie que tous les jours, l'absence de sens, mais quel sens je lui donne, quel que soit. Et j'ai pas à me justifier quand on me pose la question. Exactement. Il y a une forme de fascination, moi je travaille en entreprise aussi, mais une forme de fascination. Moi je suis un adepte du miracle morning, par exemple. Je me lève à 4h du matin et les gens me disent what the fuck, pourquoi tu te lèves à 4h du matin en fait? Tu peux te lever à 7h pour tout le monde. Et pareil, tant bien en fait, je vais me lever à 4h du matin et de faire ma méditation, mes étirements, ma salutation au soleil, au caisse. Et il y a une forme de récompense derrière. Et quand les gens me disent, je dis essaye, tu verras peut-être que tu trouveras toi-même une récompense derrière ça. C'est assez fascinant de voir que les gens se disent mais ça sert à quoi? Parce qu'on a complètement décorrélé le processus de la récompense, alors que le processus est la récompense. EEST, hein, c'est la récompense. Alors que maintenant, le résultat, hein, on est dans un monde où le résultat doit être la récompense. C'est-à-dire, encore une fois, à quoi ça sert ton truc? Qu'est-ce que je vais obtenir après ça? En fait, tu n'as pas besoin de te poser cette question-là. Parce que le chemin se fait en marchant. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est... Encore une fois, si tu prends quelqu'un qui joue de la guitare ou qui fait sa passion, qui joue aux échecs ou quoi, il ne joue pas pour gagner la partie d'échecs, il joue parce qu'il aime les échecs. Enfin, voilà. Et on le connaît tous en fait à notre échelle, sauf qu'on oublie, dans un monde où il faut vendre des programmes en ligne, on oublie ça. C'est-à-dire, je vais vous vendre le programme en ligne pour obtenir ça. Et si tu ne dis pas ça,
C'est pas sexy de dire ça. Le processus, c'est ça qui fait kiffer. Bon, ouais, bon, d'accord, mais next, comment je fais pour gagner 10 000 € par mois parce que ton truc. C'est tellement pervers que quand tu fais une formation, pour qu'elle soit reconnue d'une manière ou d'une autre, il faut que les objectifs pédagogiques. Et donc, à la sortie de ça, tu feras et tu sauras et tu comprendras. Et vous obtiendrez. Vous obtiendrez la capacité de ne plus vous demander qu'est-ce que vous obtiendrez. C'est ça en fait. Ce qu'il faut alors ça. Et ouais, mais bon. Valider le truc, là. Mais leur validation qui pue du fion, moi j'en veux pas en fait. Bon bref. Avançons. Donc chers amis, le froid parce qu'il faut des carottes. Pour ceux qui ne le voient pas là, c'est moi ça. Il n'y a pas d'ombre donc j'arrive pas à le faire. C'est pas un rétroprojecteur. Pour moi sur cette photo il y a tout. C'est-à-dire il y a le groupe déjà. Il y a des gens autour. Et quand on fait, vous le savez très bien, dans les sports co ou quoi, quand on partage un même effort avec d'autres personnes, ça soude. Mais ça soude pour la vie tout entière, quoi. Quand vous faites des bains froids avec des gens, j'appelle ça les frères de glace, après c'est fini, quoi. Après, moi, je sais que ces gens-là, que je vois très rarement, hein, mais je peux les appeler du jour au lendemain et je vais pioncer chez eux, je suis dans la merde, je vais les aider, etc. Ça soude énormément. Et puis il y a le côté... Ok, je suis dans un bain à 0 degré. Là, vraiment, j'avais très très froid. Là, pour le coup, c'est... C'est où? C'est au Vétan, donc c'est dans la vallée d'Aoste. On a eu la pire semaine où il faisait moins 15 tous les jours. Moins 15. On faisait des assises dehors pendant 1 heure. Un peu plus. Et à la fin, c'était moment de grâce, bain dans le lac gelé. Et il y a le truc de... Je tire la langue, comme Albert Einstein. En fait, on s'en fout. En fait, c'est rigolo. C'est un jeu. Je prends ça comme un jeu. Mais pourtant, je peux vous dire que là-dedans, c'était quand est-ce qu'on sort, quoi, hein, tout le monde. Bon, bref. Donc, bienfait du froid. On va voir au niveau physiologique. Vasoconstriction, processus anti-inflammatoire, récupération physique, avec ce terme-là que j'aime pas trop, de récupération, hein, parce que dans le vivant, il n'y a jamais rien qui retourne à un point dans le passé. Hein, ça n'existe pas. Activation du système nerveux sympathique, rebond de chaleur et rythme circadien, énergie et focus, résilience mentale. Si vous voulez plus ou moins les bienfaits du froid, vous les avez là. Tu nous partages le diaporama Bien sûr, bien sûr. Pas besoin de prendre de notes, hein, vous aurez le document. C'est quoi? J'ai dit il y a Véro pour les notes. Pierre, t'es resté combien de temps normalement? Là, on restait quelques minutes. Après, sur d'autres slides, voilà. Je me suis acheté un congélo. Maintenant, j'ai un plus grand congélo où je peux m'allonger. Et je me suis amusé quelquefois à faire le kéké, à rester 20 minutes, rester longtemps. Mais... Tu médites sur la feuille de droite, sur la photo de droite? Ouais. Moi, c'est un moment d'introspection où je passe par la méditation. La tonneau, elle est à combien? Là, quand tu as un congélo, tu as 2 degrés, et en bas, il y a de la glace, donc tu es à 0, quoi, moins 1, quoi. Donc c'est... Voilà. Alors, vasoconstriction, vasodilatation. Il y a quelqu'un qui est ostéo dans notre groupe? Le père de l'ostéo... Comment? Ils acceptent pas. Ah ouais, c'est clair, interdit. Pas vous, non. Le père de l'ostéopathie, il avait défini la loi de l'artère. La loi de l'artère, c'était avant toute manipulation, avant tout changement dans l'hygiène de vie d'une personne, avant de penser à n'importe quel facteur de santé, il y a la loi de l'artère. Ça veut dire il faut s'assurer que la vascularisation se fait. S'il y a un empêchement quelque part, il y a un blocus, le sang n'arrive pas, le liquide nourricier du corps, c'est pas la peine de penser à changer quoi que ce soit dans la vie d'une personne, de la manipuler ou quoi. Dans l'ordre des priorités, c'est l'acheminement du sang qui est prioritaire. Tous ceux qui ont bossé sur l'utilisation du chaud, du froid, du sauna, des bains hyperthermiques, des bains froids dans l'histoire, passent dans cette même idéologie, c'est-à-dire c'est bien beau changer l'alimentation, c'est bien beau de faire ça, etc. Mais s'il n'y a pas de sang pour nourrir les tissus du corps, n'y pensez même pas, quoi. C'est ça qui est le plus important. Et pour ça, on a l'action du chaud, l'action du froid qui permet de fermer les tuyaux, ouvrir les tuyaux. Vasodilatation, hein, par le chaud, on ouvre, et donc le sang circule plus dans les petits capillaires à la périphérie du corps. Vasoconstriction, on les ferme, le sang est rapatrié vers le noyau, c'est ce que vous allez connaître quand on rentrera dans la piscine. Hein. Ça c'est un principe, on va tous connaître la vasoconstriction. Voilà.
Fun, hein? C'est la réaction que j'attendais. Alors, quelle température? Ça, c'est la question qu'on va vous poser. Si vous décidez de mettre ça en place avec vos athlètes, vos sportifs ou quoi, faut que ce soit froid, mais à quel point, quoi? C'est-à-dire à 12 degrés, 10 degrés, 8 degrés, c'est quoi froid? 26. Voilà, c'est ça. Pour certaines personnes, déjà, 26, c'est le choc thermique, quoi. Quelle température, combien de temps je reste, etc. Bon. C'est complètement démocratisé de nos jours, depuis que des gens comme Andrew Huberman en parlent sur son podcast et tant d'autres. On ne va pas donner quelque chose de chiffré, ce serait ne pas comprendre que l'être humain s'apprécie de manière qualitative et pas quantitative. On est tous différents, on a tous une physiologie différente, on a tous une relation au froid, rien qu'on a pu le voir dans cette salle, différente les uns aux autres. Donc ça va dépendre de l'objectif de la personne, qu'on va voir après, est-ce que c'est pour améliorer sa fonction mitochondriale, parce que le type c'est un coureur de 10 km, il veut que musculairement il fonctionne au mieux pour utiliser l'oxygène. Bon. Est-ce que c'est pour perdre du poids? Est-ce que c'est pour un renforcement mental? Votre athlète, dès qu'il y a un petit peu de challenge, d'inconfort ou quoi, perd pied. Il part en narration négative, ouais, non, j'y arriverai pas, etc. Ok, hein. Bon, ben, on va peut-être utiliser le froid pour améliorer tout ça. Quel est l'objectif vraiment de la personne? Parce que ça va déterminer notre protocole. Après, est-ce qu'on prend quelque chose de très très froid et il reste très peu de temps? Est-ce qu'on prend quelque chose de plutôt donc moins froid? Par contre, on essaye de rester un peu plus longtemps, plusieurs minutes, etc., en méditation. Hein. Comment on fait? De son terrain, évidemment, si la personne, c'est Madame Michou, 65 ans, varices aux jambes, problème circulatoire, bon, ben, c'est pas la même que si c'est le gaillard ou la grande championne de 25 ans, de sportif, c'est pas la même chose, donc il faut adapter aussi. Sa relation émotionnelle avec le froid, hein, c'est pour ça que je vous pose des questions depuis tout à l'heure, parce qu'on peut voir que dans les regards, il y a vachement de peur et d'appréhension, dans d'autres c'est facile, easy, je le fais souvent. Ça c'est important de questionner avant, de savoir tout ça. Après, il n'y a que dans ton regard que j'ai vu facile, easy. Hein. C'est que je cache bien mon jeu. C'est que je cache bien mon jeu parce que pour vous partager, voilà, vous allez partager tous vos traumas par rapport au froid ou tout. Moi, il faut savoir que j'ai eu quelque chose qui s'apparentait au syndrome de Raynaud. C'est-à-dire, syndrome de Raynaud, c'est plus ou moins cette main-là, où peut-être vous ne le voyez pas trop, mais les bouts du doigt sont jaunes. Hein, tellement qu'il y avait, moi, je mettais double paire de gants, double paire de chaussettes en hiver, ou sinon j'allais en Thaïlande. Les dernières années, c'était je me barre à Bali, parce que je ne veux pas rester décembre, janvier en France, quoi. C'est pas possible. Le froid, c'était ma hantise, jusqu'au point où je me suis dit, mais tu vas pas vivre comme ça toute ta vie, quoi. C'est pas possible. Donc, tu vas faire de ton pire ennemi ton meilleur ami. C'est juste que tu vas ne plus en avoir peur. Et le fait est que quand on pratique régulièrement, au bout d'un moment, on améliore sa thermophysio-régulation, la capacité au corps de faire sa propre chaleur, comme toute adaptation du corps. Hein, tu exposes régulièrement à soulever des poids, tu prends du muscle. Bon, là, c'est pareil, c'est une musculation de, entre autres, la thyroïde et d'autres parties du corps qui permettent de faire de la chaleur. Donc ça s'améliore. Mais ce n'était pas forcément mon but de m'améliorer dans un premier temps, c'était au moins de ne plus en avoir peur. Le contexte, est-ce qu'on pratique seul ou en groupe? Ça aussi c'est très important, pour déconstruire notamment un trauma. C'est-à-dire, si le froid, ça vous a traumatisé dans l'enfance, où il fallait partir tôt à l'école, il faisait encore nuit, on se gelait, on allait à l'école, on ne voulait pas y aller. Il y a vraiment des trucs de l'hiver, le moral à zéro, etc. Et là, je vois pas pourquoi je vais me remettre dans le froid alors que c'est déjà le printemps. Quel est l'intérêt, quoi? Quel est vraiment le contexte et quel trauma est le fait de le faire en groupe? On est beaucoup plus en relation de confiance. Il y a des autres zones, il y a certaines zones du cerveau comme les amygdales qui sont là pour l'appréciation du danger d'une situation, qui sont sans doute beaucoup plus désamorcées et moins allumées parce que ben voilà, on rigole, on est tous ensemble, il fait beau, il y a le soleil, etc. Ça, c'est pour déconstruire un trauma, c'est beaucoup plus simple. Et les repères, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est plus des repères qualitatifs que quantitatifs, ça va être le choc du froid et la narration interne. C'est-à-dire, est-ce que le froid, il vous saisit comme ça? Là, vous allez connaître ça, mais on a tous fait, je sais pas, des sprints, on a tous fait des moments où le souffle ne suit pas le mouvement, quoi.
il n'est pas à la hauteur de l'effort est trop intense et on est saisi, ben là, le froid, c'est ça en fait, hein, les glaçons vont vous saisir. Bon. Okay. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a un saisissement ou s'il n'y a pas de saisissement? C'est-à-dire c'est frais quoi, c'est comment on dit? C'est quand c'est ni froid ni chaud, c'est tiède. Eh ben punaise, le vocabulaire aujourd'hui c'est quand c'est juste un peu tiède quoi. Je rentre dans l'eau, c'est un peu froid comme la mer au printemps quoi. Est-ce que c'est juste ça, hein? Ça c'est le premier truc. Avoir le souffle coupé donc au moment de l'immersion. Se dire, pour moi le bon repère, si vous voulez utiliser le froid hein, pour le renforcement mental et pour même en fait tout ce qui est physiologique, c'est, vous vous dites en vous, c'est vraiment froid, j'ai envie de sortir, mais je reste. C'est-à-dire il y a un contrôle qu'on dit top-down, hein, pour les gens qui connaissent la neuroscience, donc c'est vraiment des sphères hautes qui contrôlent les sphères un peu plus archaïques. Les sphères archaïques, toutes les cellules du corps disent « mais qu'est-ce que tu fous là? Sors de là, on se barre tout de suite quoi ». Et toi tu es là, non, je reste un peu plus, je reste un peu plus. Et ça c'est en fait c'est tout ce qu'on fait dans l'exercice physique, le sport, oui. Du coup juste pour réagir là-dessus, c'est un détail qui est important. J'ai envie de rester mais je reste, le mais sous la lutte du truc. La friction. Ça le rend difficile. Et oui. Tandis que tu dis j'ai envie de rester et je reste, c'est dans l'accueil de la difficulté. C'est vrai que dans la terminologie, c'est vraiment et ça a l'air de rien, mais la terminologie change. Petite lutte. Ah, t'as raison. L'esprit change sur le comportement. Tout à fait raison. Au niveau du choix des mots, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus juste de dire comme si je vais pas contre la vague, je surfe sur la vague, et le et aurait été beaucoup plus juste. Donc, mais voilà, pour une appréciation qualitative de ce qui se passe, il y a une envie de sortir, et puis en fait, mais je vais rester là. Je vais contrôler ma respiration, c'est la seule chose que je peux contrôler. Et dernier point physio pour l'appréciation de est-ce qu'il s'est passé vraiment quelque chose et mon corps a bien réagi, c'est quand je sors, j'ai une sensation de chaleur. Dans les 30 premières secondes, après le froid, je sens que ça chauffe et je peux même voir un rougissement au niveau de la peau. Hein. C'est focus sur la sensation de chaleur. Pour moi, c'est le plus important. Parce que l'eau soit à 25. Tu as le droit. Je ne suis pas responsable des conséquences. Aspect anti-inflammatoire, donc, ce qui a été prouvé, c'est la baisse, donc, après l'exposition au froid, de certains marqueurs de l'inflammation, que sont les interleukines 6, les TNF-alpha, qui donc c'est les croissances de tumeurs, entre autres. La collagénase, qui est une enzyme qui dégrade le collagène, hein, responsable dans les pathologies d'arthrose ou d'arthrite, entre autres. On a pu voir que le froid, il inhibe ça. Il permet donc justement d'une certaine régulation de l'aspect inflammatoire, toute proportion gardée. C'est-à-dire que trop de froid, c'est comme tout, hein. Trop de froid, trop de chaud, trop de jeûne intermittent, tout ce que vous voulez, tout ce qui constitue un stress en fait pour l'organisme, évidemment peut tomber dans l'effet inverse. Mais un outil, si c'est bien utilisé, peut avoir des intérêts évidemment pour des inflammations locales, hein, comme on peut le voir sur voilà, à poser localement sur une articulation, comme on le sait bien, au moins pour la gestion de la douleur. Et une inflammation qui serait chronique, c'est-à-dire la personne a chroniquement mal, c'est pas une inflammation aiguë, une douleur qui s'est réveillée il y a peu de temps. J'aime l'utilisation du froid. Contrairement à, voilà, si quelque chose est installé si quelque chose est violent, et là j'ai plutôt tendance, si c'est aigu et que ça vient d'apparaître, à laisser vivre la douleur avant d'apposer le froid, qui va couper court à l'inflammation, qui est souvent même un processus important et même capital pour la régénération des tissus. Voilà. Alors, pour la récup, ce terme de récupération, on avait fait un cerveau collectif la dernière fois, l'année dernière, donc quand on était à Marcoussis, où j'avais demandé pour vous c'est quoi la récupération. Je ne vais pas vous le refaire faire, mais grosso modo, la conclusion de l'histoire, c'était quand on étudie les systèmes dynamiques et a fortiori le vivant,
Il y a Héraclite qui avait sorti la phrase « Un homme ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière ». Tout change à chaque instant. Et je suis désolé de vous spoiler la fin de l'histoire, mais on est tous en train de mourir. Hein, voilà. Ça bouge sans arrêt. Et quand vous sortirez de cette salle, vous serez quelqu'un de différent de quand vous y êtes entré. Il n'y a pas de retour en arrière. Impossible. C'est une ligne droite, hein, la vie. C'est pas un circuit où on boucle. Donc, récupération, ça voudrait dire qu'on récupère un truc par le passé, mais oubliez déjà. Hein. Il y aura des similitudes, ouais, sans doute. Il y aura de la régénération tissulaire, ok. Mais le terme de récupération, moi, me chagrine un peu. Cependant, bon, ça c'est vraiment de la sémantique, mais c'est important de préciser les choses. Cependant, on a quand même des intérêts à l'utilisation du froid, et la conclusion de l'histoire, c'est court mais intense, c'est déjà intéressant, parce qu'une méta-analyse a croisé donc 52 études scientifiques concernant l'utilisation des bains froids. Vraiment, là, on est sur le bain froid, on n'est pas là sur la douche froide, on n'est pas sur l'exposition à l'air froid non plus, qu'on va voir par la suite, s'il y a différents protocoles, tout ça. L'immersion en eau froide est plus susceptible d'influencer positivement la puissance musculaire, mais pas la force musculaire. Okay, intéressant, ils ont pratiqué ça donc, sur une cohorte d'athlètes, de sportifs. L'immersion en eau froide est plus susceptible d'influencer positivement les performances musculaires, les douleurs musculaires, la créatine kinase sérique, qui est l'un des marqueurs de l'inflammation musculaire. C'est-à-dire quand vous allez à la salle de muscu, les dommages, comme on dit au niveau musculaire, on les relève par la présence de cette enzyme, entre autres, dans le sang. Et la récupération perçue après un exercice de haute intensité. Les études, là, encore une fois, haute intensité, pour eux, c'est généralement, vous mettez quelqu'un sur un vélo ou une machine de course à pied et vous le faites faire des sprints. Donc, haute intensité, pour nous qui sommes dans ce domaine-là, on a envie de dire, ouais, bon, le protocole est un peu, bon, un peu l'edge, quoi. On aimerait voir ce qui se passe vraiment dans, je sais pas, une grosse séance de crossfit ou un truc vraiment très précis, quoi. Mais bon, bref, c'est les études scientifiques. Mais apparemment, l'utilisation du froid derrière permet au système de mieux évacuer les déchets métaboliques, comme on dit, ça aussi c'est un terme que j'aime pas trop, mais qui permet la récupération comme on l'entend habituellement. Relation dose-réponse, ça c'est le principe même d'Hormèse que je vous avais expliqué dans la conférence, c'est-à-dire l'amélioration dont est capable un être vivant par rapport suite à un stress. Et quelle dose je donne de poison, de trucs toxiques, de trucs qui font mal, comme le froid. Et quelle est la réponse? Cette relation de la dose et de la réponse, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fondamental en fait dans l'amélioration d'un être vivant. C'est à quel stress je l'expose, quel niveau de stress je l'expose et quelle réponse ça donne. Si vous regardez qu'un seul des pans, vous n'aurez que la moitié du tableau. Il faut toujours regarder les deux. Le stresseur et la relation, la conséquence de stress à l'intérieur de l'organisme. Okay. Donc les relations dose-réponse indiquent que l'immersion dans l'eau froide à basse température peut être plus efficace après un exercice de haute intensité pour l'élimination de la créatine kinase sérique. Okay, donc c'est plus donc eau froide qui serait intéressante pour évacuer ça plutôt que eau chaude, toute proportion gardée, encore une fois, par rapport à qu'est-ce que ça veut dire eau froide, quel groupe vous aviez, quel type d'entraînement vous avez fait. Alors, on a envie de poser toutes ces questions-là, quoi. Donc, bon. Mais c'est une méta-analyse qui semble intéressante par rapport à ça, qui soulève pas mal de questions en tout cas. Et les relations dose-réponse indiquent qu'une immersion plus courte dans l'eau froide peut être plus efficace après un exercice de haute intensité pour les performances d'endurance et l'élimination de la créatine kinase sérique. Donc c'est-à-dire, plutôt que de vous couler, faire un bain qui serait encore une fois tiède et de rester un quart d'heure, il vaudrait mieux un truc relativement froid et rester que 30 secondes, voire 1 minute. Okay, ce qui rejoint tout ce qui a été fait en Europe de l'Est, où l'utilisation du froid par la tradition du sauna, notamment dans les pays finlandais ou en Russie, etc., et les bains hyperthermiques, et l'utilisation du froid par l'un des pionniers en Europe qui s'appelait l'abbé Kneipp. C'était un abbé. C'est bien parce qu'il était médecin à la base. Il a arrêté d'être médecin, il est devenu abbé, et il a soigné toute l'Europe de l'Est avec les bains froids. Et comme il était devenu abbé, en fait, les médecins, et ça marchait vachement bien, sa technique, les médecins ne pouvaient plus l'accuser, parce qu'il faisait ça gratuitement. Il disait, non, les gens viennent à ma paroisse, je leur fais faire des bains froids, mais je ne les fais pas payer. Donc les médecins ne pouvaient pas en fait, l'accuser de faire des trucs
qui allait contre l'ordre des médecins, etc. Donc bref, c'est une histoire très rigolote. Mais ce type, il a soigné voilà, des gens toute sa vie par le froid, et il disait bien, j'en suis arrivé, à la fin de sa vie, j'en suis arrivé après 50 ans d'utilisation de froid pour soigner les gens, à la conclusion de ne faites jamais des bains froids de plus de 3 minutes. Bonne nouvelle, on ne va pas rester plus de 3 minutes. Et moi, je suis un peu de cette école-là. C'est-à-dire rester un quart d'heure dans l'eau glacée, je pense que c'est plus un stress pour l'organisme, comme, je sais pas moi, faire un ultra-trail de 150 km. On comprend bien qu'il ne faut pas le faire tout le temps. Hein, les gens s'entraînent pour ça, mais quand ils s'entraînent, ils ne font pas 150 bornes. Ils font des séances type, beaucoup plus courtes. Bon, ben, c'est un peu la même histoire, quoi. Question par rapport à tout ça? Ça va? J'en ai juste une, moi, au niveau de la physiologie. Si tu peux revenir en arrière, là, tu dis c'est bon pour la récupération par rapport à la puissance. Donc là, en termes de prépa physique, mais pas pour la force musculaire. Quand tu parles de puissance, c'est par rapport à la consommation d'ATP, il y a une force au niveau du système glycolyse. Mais enfin, tu dis par rapport à l'endurance, au niveau de la physiologie, c'est quand même bon par rapport au système du glycolyse, lipolyse, tout ça, on est d'accord? Ouais, ça semble améliorer. La force aussi. Ouais, je pense que pour les conclusions par rapport à l'endurance, c'était par rapport à l'aspect de biogénèse de mitochondries. Hein, augmentation des mitochondries, donc meilleure utilisation de l'oxygène, donc pour les sports d'endurance, ça semble être bien. Je pense que pour la force et la puissance, bah, ils ont dû mesurer ça sur des exercices type force et puissance, tu vois, saut en hauteur voilà. Sans doute sur l'aspect phosphocréatine pour la force également. Donc voilà les conclusions. C'est balbutiant tout ça. Hein. Franchement, on a peu de retours encore. Donc c'est pour ça que je vous montre ça. C'est les premiers résultats qu'on a. Pour moi, c'est l'aspect mental qui est beaucoup plus intéressant, puisque ça, on sait le mesurer de manière qualitative tout de suite. C'est-à-dire, un sportif, tu lui fais faire ça, tu dis, bon, ça, je vois bien que ça m'aide. Mais bon. Je voulais vous mettre quand même cette méta-analyse parce qu'elle en recoupe 52 et qu'elle nous donne quelques clés, quoi. Voilà. Alors, comment ça se passe très concrètement? On a dans le cerveau un centre très très important qui fait un peu la conjonction entre le système hormonal et le système nerveux et qui dispatche après les informations et les ordres dans le reste du corps, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, donc, c'est comme un standard téléphonique couplé à un bureau de poste. C'est-à-dire il reçoit les hormones, c'est des lettres, ça va très lentement, ça passe par le sang, etc. Et il reçoit les coups de téléphone, c'est le système nerveux, ça va beaucoup plus vite, l'information nerveuse. Et c'est l'un des rares centres qui fait la jonction des deux. Okay. Bah, l'hypothalamus... La différence, c'est qu'il marche tout le temps, il n'est jamais en grève. Comment? Ouais, jamais en grève, ouais, c'est clair. Il n'y a pas la queue, enfin peut-être qu'il y a la queue, je sais pas. Mais en tout cas, tu as raison, il est toujours ouvert. Ce qui est très intéressant, c'est bon, l'hypothalamus, donc il reçoit les informations de tout le monde, il fait le tri, il fait ok, d'accord, il se passe ça dans le corps, etc. Les hormones thyroïdiennes, c'est là, ok, d'accord. Voici les ordres. Et il balance après à tout le monde. C'est-à-dire la thyroïde et les glandes surrénales, combien il faut qu'ils sécrètent d'hormones, tout ça. Bref. Et ce qui est rigolo, c'est que dans l'hypothalamus, on a un centre, c'est le noyau postérieur, qui est dédié en fait au froid. Et il y en a un autre qui est dédié au chaud. C'est-à-dire la sensation de froid, c'est un tout petit noyau de neurones qui, c'est à nous de jouer. Faut qu'on régule la température du corps. C'est quand même fou. Moi, ça me fait halluciner. Et c'est lui qui va dire, ok, on ferme la tuyauterie à l'extrémité parce qu'il faut protéger le foie, le cœur, c'est les organes importants, donc on rapatrie le sang au fond. Donc vasoconstriction. On active les glandes surrénales qui sont ici au-dessus de nos reins et qui font sécréter la noradrénaline, l'adrénaline, la dopamine, d'autres, les catécholamines, quoi, mais la noradrénaline, c'est celle que j'aimerais que vous reteniez simplement, qui sont les hormones de l'éveil, de l'attention, et plus ou moins du stress, mais qui peut aller vers lutte ou fuite, mais en tout cas, je me réveille, ok, il se passe un truc important là. Je suis en train de vous dire, il se passe un truc important. Et dans le froid, il se passe un truc important. Le corps est à haut là, c'est normal ça? Qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, c'est cette noradrénaline relâchée dans le système, pas au niveau des glandes surrénales donc, qui va activer les micro-frissonnements des muscles, c'est-à-dire cette piloérection, vous savez, la chair de poule. Quand vous regardez un film qui fait peur, waouh, chair de poule, vous avez froid, chair de poule, c'est ça. C'est ça que, pour moi, c'est aussi un signe qui peut vous aider à vous dire, c'est suffisamment froid pour moi, c'est pas mal. Plus que ça, ce serait trop froid, et si j'ai pas cette piloérection, c'est pas assez froid. D'accord.
Ouais, c'est le terme. Parler de froid, il y en a qui se rhabillent. Depuis qu'on en parle, j'ai de plus en plus froid en fait. Eh oui, le pouvoir des mots. Pourtant, je n'ai pas angoissé en venant ici. Je me dis, waouh, on va faire un petit challenge sympa et tout, le froid, ok. Mais là, ça y est, ça commence. Eh oui, c'est terrible. Et c'est toujours mon dilemme, c'est est-ce qu'on le fait de manière débridée dès le départ et c'est réglé, on n'explique pas et on fait des explications après, ou est-ce que je vous fais patauger dedans avant là et J'ai été voir rien que l'eau, ça les glaçons, il y a 7 degrés. Ah oui, très bien. Il y aura du soleil. Et quand je le fais une fois, après je fais fini. C'est ça, c'est clair. Au bout d'un moment, on dit, bah, allez, on le fait parce qu'on ne peut plus là. Et pour la petite histoire, donc dans le Toumo que je vous ai montré tout à l'heure, on est dans un chalet de montagne donc entouré de 20 mètres de neige là. Et la première épreuve, c'est l'assise du matin. Donc c'est à 7 h du mat, le soleil est pas encore en train, enfin plus ou moins en train de se lever. Il fait entre moins 15 et moins 20 et vous devez sortir en maillot de bain, vous asseoir dans la neige, vous mettez un petit plastique quand même, et rester 1 heure, comme ça, en méditation. Et avant de sortir, on a le discours du maître, hein, bon malheureusement il est disparu, mais Maurice il nous parlait pendant au moins une demi-heure. Pendant une demi-heure, tu vois la neige du coin de l'œil, tu sais que tu vas sortir, voilà, dans la tête, tu te dis mais punaise, mais achève-nous là. Et en fait l'attente et la projection dans quelque chose qui va être, qu'on se dit terrible, et ben fait grossir la chose. Qui finalement en fait c'est du froid. Bon bref, passons à la chose quoi. Mais le fait d'attendre et de se projeter c'est terrible. Donc je suis très content en fait de vous faire des projections. Voilà, je vous montre des images comme ça. En fait c'est très inconscient ce que tu fais. Tu vois, tu parlais justement de c'est très inconscient. Raconte leur la solution stratégique de visualisation que tu as trouvée pour te réchauffer. Laquelle? Tu maintenais. Non mais c'est sûr que sur une semaine, de faire ça tous les matins, parce que c'est vraiment un marathon du froid, c'est-à-dire vous faites l'assise, après vous rentrez, vous buvez une tisane, puis vous ressortez marcher dans la neige, et puis après vous rentrez, et puis vous retournez faire le bain de glace que vous avez vu dans le lac gelé, et ça finit vers 13 h. Donc de 7 h à 13 h, c'est un peu plus quoi. Et dès le premier soir, je me disais, quelle excuse je vais trouver demain pour ne pas le faire? C'est-à-dire, je me disais, je vais dire que je suis malade, je vais dire que j'ai mal dormi. Donc tu vois, tous tes démons en fait qui se réveillent en toi. C'est le truc de ne pas aller au bout des processus, d'abandonner avant la fin, de te dire que tu n'es pas assez bien, pas assez fort, etc. Terrible. Mais donc c'est une école encore une fois de dévoilement intérieur. Et donc pendant le froid, finalement, j'ai tout fait. Mais pendant l'assise, en fait, tu es immobile dans le froid. Et pour moi, c'était le plus dur. Là, tu crois en tout. Hein. Le prana, Dieu, tout ce que tu veux. Hein. Tu invoques tous les dieux de l'univers. Comment? À la fin, les amputations des orteils, des doigts. Non, ça allait, ça. Ça allait. Bizarrement, ça allait. Mais un jour, donc pour l'anecdote dont tu parlais, Greg, c'était j'ai imaginé que mon frère avait eu un enfant et qu'il me le confiait, un bébé. Et genre, déplace ton attention sur toi-même, que tu as sur toi-même, et porte-le sur quelqu'un que tu voudrais protéger. Ça m'a énormément aidé en fait. Et donc j'imaginais que j'avais un bébé dans mes bras. Le truc c'est que ça dure 1 heure et tu es tellement perché dans la projection mentale qu'au bout d'un moment je me suis tourné comme ça, chopé un torticolis, donc j'ai resté fin de la semaine comme ça. Enfin terrible, n'importe quoi mais terrible. Voilà. Allez. Si je peux partager une expérience personnelle, tout ce que tu racontes là me fait penser à ce que j'ai vécu il y a 4 ans. D'accord. J'ai fait un jeûne de 10 jours. En montagne, avec 5 heures de marche par jour. Le premier jour, tout va bien. Le deuxième jour, tout va bien. Le troisième jour, tu as des maux de tête, tu pues de la gueule, et tu mets énormément de temps à t'endormir. Le fameux 3e jour. Le 8e jour, tu es perché, tu as l'impression que tu es le roi du monde, etc. C'est un truc de fou. Tu dors, tu rêves de bouffe, mon pauvre. Tu rêves de jambon, ça tombe, tu rêves de là. Mais mon gars, tu te sens bien. Mais l'énergie qu'il faut le 3e jour, j'ai cru que j'allais mourir. Oui, c'est le cap. J'ai cru que j'allais mourir. Les maux de tête, les tremblements, le truc, je dis, il faut que je mange. Voilà. Et c'est incroyable. Et ça me fait beaucoup penser à ça. Et oui, il y a beaucoup de pareil avec le jeûne. Très concrètement. Beaucoup de pareil. C'est vraiment le... On s'en fait tout. Et alors, quand tu rentres, t'as fait un jeûne de 10 jours. Mais
pourquoi t'as fait ça? Mais moi, je pourrais pas. Non, c'est rien. Bien sûr. C'est juste génial, quoi. Et finalement, si tu repenses, je sais pas si tu fais de la course à pied, tu repenses au jour où tu as fait un marathon, tu repenses à les étapes vraiment qu'il y a dans la projection avant un inconfort, le goût, la sensation d'effort, d'inconfort, l'envie d'arrêter, etc. C'est tout le temps la même chose, quoi. On fait du trail. Donc moi je faisais plutôt des trails de 40 km. Voilà, c'est quelque chose qui se passe à 35 km, un peu perché. C'est ça. Ouais, encore une fois, on n'a qu'un seul système nerveux, donc peu importe ce que vous lui infligez comme épreuve, les réactions sont relativement les mêmes. Et c'est pour ça que ce genre de pratique-là, pour moi, elle m'intéresse aussi parce que c'est des pratiques à haut taux de transférabilité. Ça va se transférer dans d'autres pans de votre vie. Encore une fois, après ta gestion des émotions, quand tu t'engueules avec ta femme ou tu as un connard qui te fait une queue de poisson sur l'autoroute, c'est différent. Tu arrives à avoir un pas de recul parce que tu as l'habitude d'aller voir dans ces zones-là. Si tu n'as pas l'habitude de les voir, ces zones-là, quand ça arrive, et ça va arriver, c'est ça, hein, la vie c'est comme ça, quand ces épreuves vont arriver, tu vas être décontenancé. On va te couper les jambes et tu vas réagir de manière émotionnelle au lieu d'avoir la raison qui permet de voir l'émotion. Bon, je la laisse vivre, je la laisse prendre le pas, ou est-ce que je contrôle. Ouais, t'es bien gentil, la peur, la colère, etc. Mais on va se calmer un peu. Hein, je vais réfléchir un peu avant de me prononcer. Et ça aide tout ça. C'est comme les boxeurs, c'est pareil. On en parlait sur le zoom de l'antifragilité, c'est la même chose. Bien sûr. Il y en a qui ne comprennent pas ça. Non, c'est un long débat là. Et parce qu'ils n'étaient pas là sur le zoom antifragilité, c'est ça. Ils n'ont pas compris. Mais c'est là où, pour le coup, pour compléter ce que tu dis par rapport à Nora, c'est, en tout cas pour moi, c'est la notion de comment j'accueille l'instant, le lutter contre l'instant. Quel que soit, si on court, quelle que soit la distance qu'on fait, ou quand on accompagne quelqu'un en sport, ou n'importe quoi d'ailleurs, c'est d'éviter moi je connais personne qui, en commençant un marathon, ou un Ironman, ou un trail, quel que soit, qui se dit putain, je vais courir 42 km. Je morcelle le truc, et puis comment je suis dans l'instant. Et à un moment donné, de se dire, allez, je vais courir jusqu'à l'arbre qui est là, et puis après au truc qui est là, et pas s'en faire. Et pour moi, c'est vraiment ça. Ce qui est très dur pour les premières fois. La première fois, tu te projettes toujours sur 42 km, etc. Une fois que tu connais le chemin, tu apprécies chaque morceau du chemin différemment, bien sûr. Une relation au temps qui est très différente. Donc, noradrénaline et adrénaline, c'est un peu entre l'euphorie ou la fuite. C'est un peu un raccourci de dire ça, mais la noradrénaline, c'est un peu le bon stress, c'est un peu le mode focus, comme quand les acteurs ou les chanteurs, voilà, on peut parler de chanteurs en ce moment, et de chanteuses, qui rentrent sur une scène, savent très bien qu'il faut qu'ils soient sharp au niveau du focus, pas trop relâché, pas trop euphorisé, c'est pas je m'envoie 25 expresso avant de rentrer sur scène, mais il faut que je sois focus. Ça, on peut relier ça à la noradrénaline. L'adrénaline, c'est un peu plus débandade, c'est un peu plus, survie, mode survie. Donc là, généralement, la coordination part un peu dans les chaussettes, c'est un peu n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des glandes surrénales, ce qui fait passer de la noradrénaline à l'adrénaline, ce qui transforme l'une dans l'autre, qui fait passer de l'euphorie, et enfin un peu focus, à fuite, c'est le cortisol. C'est-à-dire c'est cette hormone qu'on qualifie comme l'hormone du stress régulièrement, un peu galvaudée ou quoi, mais de toute façon ils ont eu Bouchard, ils ont eu maths, donc le cortisol vous avez dû en bouffer. C'est elle qui active une certaine enzyme qui transforme la noradrénaline en adrénaline, donc on peut se dire en fait, ouais d'accord, c'est le stress un peu chronique qui me fait passer du bon focus à la fuite. Et donc il y a toutes des implications par rapport à comment on regarde le stress chronique sur notre état d'esprit et notre comportement à développer. L'exposition volontaire au froid induit des niveaux élevés de ces deux molécules plusieurs heures après. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'énergie et le focus peuvent être canalisés. Vous commencez par ça le matin, une douche froide, je sais que c'est pas facile au lever du lit, mais ça vous rythme la journée après. Ça c'est super bon de se sentir qu'on est propulsé sur une vague vraiment qualitative. En plus on commence par une espèce de victoire, une petite victoire dans la journée. Ouais, j'ai fait ma douche froide, j'ai fait mon bain froid, je me sens bien, etc. C'est très valorisant pour justement les personnes dans votre entourage, celles que vous accompagnez ou quoi, qui ont besoin de cette valorisation-là, qui ont une narration, encore une fois, estime de soi,
amour-propre, vous vous sentez vraiment en berne. Commencer par une victoire, c'est quand même super impactant. Et le froid, c'est un révélateur du discours interne, ça je vous l'ai suffisamment dit. Qu'est-ce qu'on se raconte dans le froid? Relevez bien ce que vous allez vous dire, ce que vous êtes en train de vous dire maintenant, donc c'est-à-dire je ne veux pas y aller, etc. Donc relevez tout ça. Même notez-le, hein. Je me dis vraiment, ça va être chiant. Je me dis vraiment, j'ai pas envie de le faire. Mais pourquoi je me dis ça? L'inconfort, putain, je fais de la muscu tout le temps, je fais du crossfit, je fais de la course à pied, des ultra-trails, j'ai l'habitude de me faire de la douleur, vraiment. Le froid, c'est juste une douleur. Hein. La souffrance, c'est différent. Là, on a un aspect émotionnel qui est rajouté. Mais sinon, c'est que de la douleur. Vous allez sentir que le glaçon, là, il vous mord, en fait. Il vous pince. Mais j'ai l'habitude d'avoir mal. Je me fais du mal tout le temps dans le sport. C'est pas ça qui me fait peur. Alors, c'est quoi qui me fait peur? C'est le fait d'avoir froid. C'est bizarre, en fait, ce relationnel qu'on a. Qu'est-ce que vous dites pendant? Oh là là, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est cette histoire de grec qui fait venir un type qui nous fait faire des bains froids dans une piscine? Mais c'est quoi cette histoire, quoi? Ou est-ce que, par contre, c'est « Ah putain, je suis en train de le faire, je suis en train de le faire, j'y arrive. » Est-ce que c'est positif? Et en sortant surtout les mots qui sortent de la bouche. Là, c'est vraiment... Vous êtes arrivé à le faire et généralement, c'est négatif. C'est « Ouais, j'aurais pu rester plus longtemps. » Tout le monde dit « Ah bravo, super! » Ouais, mais j'aurais pu rester plus longtemps. Pourquoi tu dis un truc négatif? Quand, encore une fois, tu rabaisses le truc. C'est génial, sois fier de toi. Et pour vous reparler du Tumo, nous, quand on faisait la randonnée, donc où on est en maillot de bain et qu'il y a des skieurs italiens qui vous regardent avec des billes comme ça, et qu'on monte en haut de la montagne, on nous disait, une fois que vous êtes arrivé en haut de la montagne, vous levez les bras et vous dites, ouais, vous gueulez un truc bien. Généralement, on dit, on maîtrise. Et on gueulait et on dit, on maîtrise. Mais soyez fiers de vous. Vraiment, vous faites un truc comme ça, soyez fiers de vous, quoi. C'est pas le moment de dire que c'est pas bien, ou pas assez. Donc, contrôle top-down. Comment? C'est une secte. C'est une secte, ouais, très clairement. Déjà. Mais accordez-vous un conseil pour l'avoir vécu. Accordez-vous un petit temps pour vous, seul en sortant du bain, pour analyser en fait ce qui se passe. Ouais, tout ça, je vous l'ai déjà dit là. Hein. Résilience et contrôle. Contrôle donc des sphères un peu plus de la raison sur les émotions. Contrôle, c'est pas dans le sens je dois éteindre les émotions, c'est plutôt les voir. Hein. C'est un dévoilement, tout ça. Qu'on retrouve aussi dans la pratique de la méditation, par exemple. Donc, prendre du recul, c'est pour moi, en préparation mentale, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment ce qui va être la clé pour la résilience et la ténacité. Hein, c'est quand vous êtes dans votre, encore une fois, 35e kilomètre du marathon, que là, le corps a dit stop, et qui dit « Ouais, mais non, mais il y a quand même encore 7 bornes à courir. » Et le fait de continuer et d'avoir cette résilience-là, elle se travaille notamment dans le froid. Le haut taux de transférabilité, je vous l'ai déjà dit, c'est justement que ça va vous aider sur les autres côtés de votre vie, les autres moments. Que cette pratique-là, elle va complètement à l'encontre de notre monde actuel de TikTok, Instagram, Google, j'ai envie de dire ChatGPT. Je dis expressément ça parce qu'on a passé une nouvelle étape là, de surtout ne vous donnez pas l'effort, ne faites pas l'effort d'obtenir le résultat, on vous donne le résultat tout de suite. Vous allez demander à la machine, salut ChatGPT, dis-moi, en fait cette conférence, je peux vous la faire avec ChatGPT. C'est-à-dire, fais-moi une conf d'à peu près 20 slides qui peut me tenir 90 minutes pour un groupe de 15 préparateurs physiques. Et elle me sort la conf. Je l'ai fait. Et j'ai vu le plan, je me dis ouais, franchement, j'aurais pu faire la même chose. Et en fait, ça enlève toute notre humanité. Notre humanité, elle se construit sur le processus, sur le fait de cheminer. Moi, je me rappelle de quand j'avais besoin de me déplacer à la BU, la bibliothèque universitaire, pour faire mes recherches. Hein, avant d'avoir Internet, même à la maison, voilà, j'avais pas Internet jusque à la fac en fait. Hein. Je ne saurais pas dire à quel point j'ai eu des idées sur le chemin d'aller à la BU, le fait de marcher. Et en fait, si j'avais pas eu tout le processus d'aller faire la recherche, etc., j'aurais sans doute eu 90% moins de résultats en fait.
En fait, il y a dans le processus le fait même d'apprendre. L'apprentissage, il y a un temps qui est incompressible de le processus, c'est le chemin, qui ne peut pas être squeezé. Et à partir du moment où on décorrèle, c'est cette phrase en gras à la fin, la récompense de l'effort. On vous donne la récompense sans l'effort, ce qui actuellement est en train de se faire dans le monde actuel. On détruit les individus. Parce qu'on a un système dopaminergique qui ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, la récompense, elle est pendant l'effort, elle est au moment où on trouve, encore une fois, la carotte, si vous voulez, mais elle est surtout durant l'effort, durant le processus, et que notre plasticité neuronale, tout ce qui fait notre câblage, se modifie dans le fait même d'agir. Si vous coupez ça, vous enlevez l'effort et de la récompense, mais c'est fini, quoi. Donc, faire bien attention à ça. Le froid, c'est royal pour ça, parce que là, il y a tout qui est en même temps, dans un temps très condensé. Ouais, c'est tout l'inverse de ça, oui. C'est là où on parlait avec Benji hier, quand voilà, je veux perdre 10 kilos d'ici 3 mois, on a l'impression on est des magiciens et qu'on dit qu'on a encore à faire, c'est exactement ça. Oui. C'est au-delà du résultat, il va falloir se sortir des calculs aussi, et ça va dépendre de plein d'autres choses avant de faire du poids. Ouais. Et on a effectivement, on est confronté à un vrai problème générationnel. Oui. Dans une autre activité, je suis enseignant à l'université, en système d'information. Et j'ai été appelé en pleine semaine pour me dire tous les ingénieurs de deuxième année ont produit leur projet de ChatGPT. Voilà. Tu es en école d'ingénieur, tu es en deuxième année. Et tu dis les mecs produisent leur truc avec ChatGPT. Et là on fait quoi? Et les gamins, c'est ça. Les gamins aujourd'hui, quand ils produisent du code, ils ne produisent pas de code. Ils prennent des tutoriaux et ils assemblent. Oui. Et donc qu'est-ce qu'ils apprennent les gamins? En fait, rien. Ouais. Ils apprennent rien. Et nous, on est de la génération, on apprend dans un bouquin, quoi. Tu vois, on lit. Et c'est long de lire. Il faut savoir lire. C'est plus. On dirait que ça faut lire, il faut savoir lire. Il faut prendre le temps de lire, il faut comprendre ce qui est écrit. Il faut aller acheter le bouquin, etc. Les gamins, c'est Internet, c'est des trucs là. Et là, avec ChatGPT, on est maintenant dans une autre dimension. Ouais. C'est dans l'épreuve qu'on se construit. Hein, c'est dans, encore une fois, ce chemin qui est dur, mais il est dur par nécessité. Il est ardu par nécessité. Et il faut que ce soit dans une certaine forme d'effort. S'il n'y a pas une certaine forme d'effort, le système ne se construit pas. Et donc, on accumule l'information, mais l'information, ce n'est pas de la connaissance. C'est tout le contraire. L'information, c'est neutre. Hein. Pour faire passer l'information au savoir, il faut que le cerveau puisse déjà le saisir, le ranger dans la boîte crânienne, et après le mettre en pratique. Ça fait de la connaissance. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit de nos jours, c'est la lecture rapide. Moi, je gère un centre de formation. Donc, il y a une partie qui est en ligne et une partie qui est en stage. On donne des vidéos. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on me demande, de la part des élèves, tu peux mettre la fonctionnalité x2 pour qu'on regarde tes vidéos en x2? Mais jamais de la vie, les gars. Mais vous rigolez ou quoi? C'est une blague. C'est pas une accumulation d'informations que je vous dis. Je vous dis de devenir intelligent. Intelligent, il y a un temps qui est incompressible de tisser des liens. Intelligent, c'est interligéré, c'est-à-dire tisser des liens distants. Et au moment où on connecte les points, ah oui, c'est vrai, au milieu de la nuit, vous savez, on vous a dit des trucs, et au milieu de la nuit, vous dites, ah oui, c'est ça qu'il voulait dire. Ah, les moments eureka. Ça n'adviendra pas si on donne les résultats pré-mâchés sans l'effort. Bon, bref, on pourrait en parler toute la journée. Sur le speed-up. Le speed-up, c'est les gamins qui écoutent maintenant les morceaux sur les plateformes d'écoute, et les écoutent en accéléré. Ouais. Ouais. Et les films aussi. Voilà. Donc, peut-être un petit peu morceau de musique, maintenant les gamins, non, c'est trop lent. Donc maintenant, ils s'abonnent à des plateformes qui diffusent des morceaux de musique x2. C'est juste, je comprends pas. Ouais. C'est comme mes amis qui écoutent les trucs WhatsApp en x2. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je me dis, mais attends, t'as compris là? C'est ça, c'est juste incroyable. Mais bon, heureusement, il y a les bains de glace pour nous sauver de cette dépression. Exactement. Je pense qu'on peut attendre. Ouais, je pense que dans un quart d'heure, c'est bien. Ouais, c'est ça. Le bain, il va aller en x2. Comment on fait pour accélérer? Donc, ouais, il y a une sécrétion de dopamine qui est évidemment accrue dans l'exposition au froid.
puisque dans la cascade donc, de transformation moléculaire, on a vraiment la dopamine, qui est le précurseur de la noradrénaline qu'on a vu, qui est la précurseur de l'adrénaline. Hein. Vous faites de l'adrénaline à partir de la noradrénaline et vous faites la noradrénaline à partir de la dopamine. Et bien dans la dope, hein, cette molécule qui nous pousse au mouvement, qui nous fait aller vers l'avant, qui nous sort de l'ici et maintenant. Hein, c'est tout le cocon, il y en avait quelques-uns, il y avait Ronnie, il y avait qui l'année dernière, je ne sais plus. Ouais, ben oui. On avait parlé de comment le cerveau cartographie en 3D l'espace qui nous entoure. En gros, il y a 2 grands espaces, espace péripersonnel, tout ce que je peux toucher, attraper directement avec ma main, donc ça, et mes sensations internes, sensations qui viennent du corps, l'interoception. Espace péripersonnel, vous avez tous le vôtre là. Peut-être que dans votre espace péripersonnel, là, il y a quelqu'un d'autre. Vous pouvez toucher. Ça, votre cerveau, il en est complètement conscient. Hein. Et il sait aussi où est votre portable. Enfin bref, ça, je vous le dis pas trop parce que ça va vous rendre fou. Et ce qui est en dehors de ça, donc ce qui est plus loin, donc la caméra là-bas, le mur, le jardin, etc., c'est l'espace extra-personnel. Ce qui est loin dans l'espace, c'est forcément loin dans le temps. Puisque pour y aller, il va me falloir du temps pour y aller. Donc c'est dans le futur aussi. Et ça, c'est médié plus par la dopamine, qui nous pousse au mouvement. Ce qui veut dire que là, tout ce qui est autour de moi, c'est le cocon, c'est plus médié par les endorphines, plus médié par les endocannabinoïdes, la sérotonine, l'ocytocine, des neurohormones et des neurotransmetteurs du ici et maintenant, ce qui se passe maintenant, le cocon, etc. Je me sens bien ici maintenant, quand je pense à l'instant présent. Dopamine, noradrénaline, adrénaline, c'est le mouvement, ce qui est loin, etc. Donc, ce qui veut dire que quand vous pensez à quelque chose qui est loin dans le temps, ce que je vais bouffer à midi par exemple, comment je vais prendre ma voiture pour rentrer chez moi ce soir, etc., mon train, tout ça, c'est le même système que quand je regarde quelque chose qui est loin, là-bas. Okay. Pourquoi il y a un boost de dopamine? C'est vachement intéressant ça. Après un bain froid. Un bain froid, je peux vous dire que vous n'avez pas pensé à ce que vous allez manger ce soir. Hein. Bain froid, c'est oh putain, il fait froid. C'est oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est ici et maintenant. C'est le cocon. Et pourtant, en rebond de ça, il va y avoir une sécrétion de dopamine énorme qui va pousser au mouvement. C'est juste que on comprend qu'il y a un truc terrible qui est en train de se passer. C'est un stress énorme pour l'organisme. Il faut bouger. Donc mouvement max. On bouge. Rien que pour nous réchauffer, mais en tout cas pour sortir de cette piscine où il y a des glaçons, on bouge. Donc, comment? Tu vas chercher de la musique. Tu peux mettre de la musique aussi, mais c'est là où ça m'intéresse un petit peu moins. C'est-à-dire pratiquer le bain froid avec une source musicale. Non, pour après, pour bouger. Ah ouais, voilà. Pour après, d'accord. Parce que, encore une fois, une diversion de l'esprit, hein, ça c'est royal. Pour ne jamais être ici et maintenant, vous prenez un écran et là, QG de la NASA, toute la journée je scroll, je suis jamais dans ici et maintenant. Je suis toujours dans un espace qui est loin. Bref. Le truc avec le bain froid, donc on va avoir un boost de dopamine qui va faire que on va avoir une forme de bien-être, de motivation et d'envie de bouger et de nous mouvoir de manière prolongée sur toute la journée et qui est complètement antagoniste avec la dépression. C'est-à-dire, ceux qui boivent du café, vous savez très bien que quand vous vous envoyez un espresso ou 2 espressos d'affilée, vous n'êtes pas déprimé. Vous n'avez pas des pensées noires, etc. Vous avez envie de faire des trucs. Bon, allez, on fait des trucs, vous sortez. Et vous pouvez voir chez une personne, avant qu'elle boive le café, comment elle est. Et après, les pupilles sont un peu plus dilatées, et elle parle un peu plus vite et elle se sent bien. Ouais, c'est clair, c'est ça. Tu sens le shift de personnalité. Ben, après 2 cafés, personne peut être à la fois motivé et à la fois déprimé. Les deux s'excluent mutuellement. Hein. Le bain froid, c'est un petit peu la même chose. Quand vous allez sortir du bain froid, vous va être bien, quoi. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus prolongé sur la journée qu'un café qui vous fait cracher, généralement, 2 heures plus tard, coup de bambou. Alors, pourquoi? Ce qui est très rigolo, vous pourrez tester à midi aussi, parce que la sécrétion de dopamine, elle s'effectue dans plein de choses de la vie de tous les jours. Il y a la nicotine qui fait sécréter la dopamine, il y a le chocolat, il y a le sexe, il y a plein de trucs qui font sécréter de la dopamine. Ouais, hein. Je te lance des perches à toi tout à l'heure, là. Tu signeras un petit chèque à la fin, hein, parce que... et la bouffe. La bouffe, vous allez voir que c'est très rigolo. Quand vous mangez quelque chose vraiment de bon, quoi,
Vous aimez? Ouais, parce que on le paiera pas à midi. Ouais. C'est pour ça que je prends des pincettes. Quand c'est bon, hein. Mais même quand c'est moyen. Ce qui vous fait redonner un coup de fourchette, repartir, c'est une petite sensation d'inconfort et presque de douleur en fait. Au moment où, quand vous mettez, je sais pas moi, vous mangez un fruit que vous adorez, une mangue. Généralement la mangue ça plaît un peu à tout le monde quoi, mais oh putain c'est bon. Ça fait un pic de oh c'est bon, et derrière, j'en reveux tout de suite derrière. Ah, donne-moi plus. Et en fait c'est presque douloureux cet appel-là. Le fait que les niveaux de dopamine fassent le va-et-vient comme ça, et qui, en rebond, plus on connaît un pic, plus on connaît un crash derrière qui est assez fort. Et c'est pour ça que les chutes chez les drogués de coke, c'est beaucoup plus pour éteindre la douleur que pour retrouver du plaisir. Au bout d'un moment, ils disent, mais en fait, la drogue, c'est pas du tout mon ami, c'est ma pire ennemie. Mais je la prends juste pour éteindre la douleur. C'est tellement inconfortable, comme on dit le lendemain, c'est la... Comment? Ouais, redescente, le contre-coup, quoi. Le contre-coup de tout ça. C'est tellement douloureux qu'ils cherchent la nouvelle dose juste pour éteindre la douleur. Et nous, à notre échelle, on peut le tester ça. Vous verrez, quand vous mangez, que ce qui appelle, là, c'est juste pour éteindre une petite forme d'inconfort qui est né du rebond, en fait. C'est parce que le niveau de dopamine passe sous le niveau moyen habituel. Et que le corps dit « Ah, pas normal ». Petit inconfort. Mais bref, ça fait pas comme le café. Et le café, c'est ça aussi. Vous prenez double dose de café, 2 heures après, il y a un truc de je me sens pas bien. Et j'ai besoin de faire arrêter ce pas bien. Et pour arrêter ce pas bien, la seule solution, c'est la nouvelle dose. Mais bon, là, vous enclenchez un truc qui sera pas bon, quoi. Mais pourquoi, du coup, le bain froid a une durée plus longue au niveau des effets? Parce que sans doute qu'il y a une sécrétion qui n'est pas aussi abrupte au niveau des glandes surrénales, encore une fois, une demande, et qu'elle se fait plus linéaire, plus, comment dire... Ah oui d'accord, donc il n'y a pas le pic en fait, c'est plus quelque chose qui est plus... Sans doute. Okay. Ouais. Donc, ça va revenir. Il y a eu une étude faite par le professeur Susanna Soberg qui est très intéressante et qui est arrivée à nous dire un protocole, ça on les aime bien les protocoles dans le milieu sportif en plus, combien de minutes il faut que je fasse par semaine pour que ce soit bénéfique. Environ 11 en une semaine, ça va. C'est 1 minute et demie par jour, 90 secondes, d'une douche froide, d'un truc froid, l'air froid, bain froid, peu importe, ok? Suffisamment froid pour nous donner envie de sortir, ça c'est le repère. C'est-à-dire, si le froid il vous dit ouais, j'ai envie d'arrêter mais je continue et je reste 90 secondes, c'est suffisant. Vous avez les bénéfices du froid, ok? On a le micro-frissonnement et on ne se sèche pas en sortant pour laisser la thermogenèse se produire. C'est-à-dire, pas tout de suite. C'est pas je sors du froid et vite je mets ma doudoune. C'est je sors du froid, j'attends juste le rebond de chaleur, mais non, pleure pas. T'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est juste la sensation de chaleur en sortant. Une fois que tu l'as eu, ça dure 20 secondes. Une fois que tu l'as eu, tu te sèches, tu te couvres. Voilà. Pour le coup, pour activer ça, si tu te sèches tout de suite en sortant du froid, tu vas avoir encore plus. C'est ça. Tu laisses pas au corps le temps de faire cette chaleur-là. Donc ce sera moins bien pour toi. Vraiment. Avec du chocolat. Avec le nicotine, mais avant ou après? Mais en te bouffant. À toi de choisir. Alors, parmi les adaptations qui sont souvent citées pour le foie, on a la création donc de graisses brunes. Les adipocytes, les cellules graisseuses, quand on les regarde au microscope, elles paraissent blanches, ces cellules-là, parce qu'il y a des grosses gouttes de gras dedans. On les a sur le côté gauche là, white adipocytes. Le truc c'est, à la sécrétion de noradrénaline et de succinate qu'on a vu là, ces graisses blanches peuvent se transformer en graisses brunes. Pourquoi elles deviennent graisses brunes? C'est parce qu'il y a plus de mitochondries à l'intérieur. Hein, les mitochondries, les petites unités, les organites à l'intérieur des cellules qui
permettent l'utilisation de l'oxygène et de carburer, en fait, le haut métabolisme de fonctionner. C'est nos centrales d'énergie, en gros, hein, qui font l'ATP, tout ça. Donc on brunit les graisses, parce que les mitochondries, c'est un peu rouge, et quand on les regarde au microscope, quand il y a plein de mitochondries, ben, tout d'un coup, les adipocytes nous paraissent couleur brune. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les graisses brunes. Et elles sont donc métaboliquement actives, ont participé à l'activité du corps, là où les graisses blanches sont beaucoup plus passives. D'accord ? Ben ça, on peut voir que chez quelqu'un qui a donc une habitude d'être exposé au froid, les graisses brunes, elles sont surtout au niveau ici du plexus, des plexus. Il y en a beaucoup plus. Et elles permettent donc une meilleure thermogenèse, elles permettent un meilleur métabolisme, comment dire, globalement parlant, quoi. En termes général, en termes de santé, c'est beaucoup plus intéressant. Je passe vite, hein, parce que c'est des trucs que, ça c'est du Wikipédia, quoi. On s'en fout, hein. Nous on va aller se tremper le derrière dans la glace. Donc, ce qui est intéressant après, cold shock protéines, ce sont les protéines qui sont sécrétées par, durant l'exposition au froid. On a leurs cousines qui sont les HSP, les heat shock protéines, quand vous faites du sauna. Et c'est rigolo parce que ces protéines, que vous fassiez du froid ou du chaud, jouent un peu le même rôle. C'est ce qu'on appelle des protéines chaperones. Comme le petit chaperon rouge, hein, vous savez, le chaperon c'est ce qui entoure. Ben, ce qu'elles font en fait, c'est qu'elles vont chaperonner le processus d'autophagie et de reconstruction des protéines. C'est-à-dire qu'on a au niveau de notre ADN la fabrication des protéines qui se passe sans arrêt, hein, l'expression de nos gènes. Le truc, c'est que quand un gène s'exprime et qu'on fabrique une protéine, 30% elles sont mal formées. C'est-à-dire que même notre système, il fonctionne bien qu'à 70%. C'est-à-dire notre usine, elle fabrique des protéines et il y en a un tiers qui est à chaque fois mal foutu. Mais une protéine qui est mal formée, elle ne peut pas servir. Il faut qu'elle ait une configuration spatiale, d'une certaine manière, pour que ce soit utilisé par le corps, que ce soit une enzyme, une hormone ou une protéine de structure. Donc si c'est mal foutu, on les met de côté, mais elles ne nous servent plus, quoi. Elles s'accumulent pour rien. L'autophagie, qui a donné un prix Nobel il y a peu de temps, en 2016, je crois, ou 2013, à un japonais, on fait un désassemblage des protéines mal formées en acides aminés pour reconstruire des nouvelles choses. En fait, c'est du recyclage, quoi. Et les CSP, donc dans le froid comme dans le chaud, ces CSP, là, ces protéines-là, augmentent l'autophagie, augmentent la capacité du corps à faire le ménage, à utiliser les protéines mal formées pour en faire d'autres, bien formées. Ok. Bon, ça c'est une nouvelle carotte. Et, c'est bien pour la santé, tout ça, super. Une autre carotte. Ah oui, ce qui était quand même intéressant, là, vous regarderez sur les études quand même, c'est que l'exposition à l'air suffit. Il y a une étude où il reste genre 6 heures par jour dehors, dans un air relativement froid, je crois que c'est 14 degrés. Donc sans doute en t-shirt, exposé à l'air froid, donc c'est-à-dire pas en doudoune, quoi. Il y a une différence entre le fait de se couvrir dehors dans le froid, hein. Le truc, c'est si vous vous couvrez, vous dites au corps bosse pas, on a une doudoune. Et donc il ne va pas enclencher les processus adaptatifs. Donc là, 6 heures par jour pendant 5 jours, sur une semaine donc, à l'air froid, donc pas d'eau, exposition au froid sec comme on dit, et ben ça fonctionne aussi. Donc, voilà, on a ce genre de truc où une assise, ou ça c'était vraiment durant le stage dont je vous parlais là, où on se baladait en maillot de bain dans la neige, ou moi qui me la pète là sur la photo de gauche, où je pars avec un ami et on dit, donc c'était au mois d'avril je crois, on fait le Mont Ventoux, on monte en haut du Mont Ventoux, et moi j'y vais en claquette, je suis en claquette comme ça. Mon avis il me regarde comme ça, il dit, tu vas monter le Mont Ventoux comme ça là? Il dit ouais t'inquiète, je fais du Tumo et tout, j'ai jamais aussi froid de ma vie, mais j'ai cru que j'allais mourir. Mais quelle erreur, n'importe quoi, donc complètement débile, mais parce qu'il y avait du vent là-haut, on pouvait même pas marcher tellement qu'il y avait du vent. Comme quoi, on est toujours bête, donc soyez intelligents, apprenez des erreurs des autres. Mais exposition à l'air froid, ça marche. Alors vous avez tous la capacité de le faire sans aller dans des cabines de cryo à 50 € la séance, très concrètement. Ça c'est vraiment le côté marketing du truc qui, moi, me révulse un peu. Donc, exposition à l'air, exposition à l'eau, on l'a bien vu. Exposition à la glace, c'est le plus dur. Parce que
la perdition de chaleur par le corps est beaucoup plus forte par la glace que par l'eau, et c'est pour ça que les records du Guinness Book, etc., se font toujours dans la glace et pas dans l'eau. Physiologiquement, physiologiquement, notre corps sait faire. L'être humain, ça fait 350 000 ans qu'on est là, il y a eu 120 000 ans, la calotte glaciaire, là c'était la calotte glaciaire. Et on a survécu. Là on n'était pas là, mais le corps sait faire. C'est clair. Vraiment réactiver ça. Enfin, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qui nous tue en fait, c'est notre confort. Et se foutre dans l'inconfort du froid, en t-shirt, etc., c'est refaire naître ce que notre système physiologique n'utilise plus, parce que c'est comme un budget qu'on n'utiliserait pas en fait. Y a pas, pourquoi je vais utiliser ce budget si jamais je l'utilise pas? Donc il faut se remettre dans cet inconfort-là, c'est remettre en activation ce budget de ah ouais c'est intéressant de le faire régulièrement pour se remettre là. Mais comme l'activité sportive. Première intervention du jeune, le mec qui nous dit mais vous croyez qu'à la Béarn féodale, on faisait 3 repas par jour assis à table avec du steak, des frites, etc. On mangeait une fois tous les 3 jours, une fois tous les 4 jours. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant le jeûne, au bout de 3 jours, c'est le fameux plus difficile, parce que c'est là où le corps se dit putain, moi je réactive tout ce que j'ai oublié, et effectivement tu pues de la gueule de ceci, t'as des boutons, des trucs, parce que ça évacue, et derrière tu te sens vachement. Il y en a qui puent de la gueule avant les 3 jours. C'est vrai aussi. Crony, c'est notre Laurent Baffy, c'est notre sniper. Et encore une fois, je vais vous le tanner non-stop. Pour ceux qui étaient là pour le Zoom anti-fragilité, tout ça, vous comprendriez beaucoup mieux. Non, mais après, moi j'avais une question qui a peut-être aussi rien à voir, mais comme tu dis, on n'a pas tous la même relation avec le froid. Je reprends l'exemple de l'hiver. L'hiver, j'ai sweat, doudoune, cache-cou, je suis mort de froid. Exactement. Pas chaud. Et pourtant, je suis hiver comme c'est pas possible. J'ai une diapo qui parle bien de ça. C'est sur mon autre PowerPoint. Je vous montre ça. Alors. Il y a du Camelot, hein, ça picote les gencives. Bon, ça c'est un autre cours que j'ai pour mon centre, mais dedans j'utilise ça. En fait, quand tu sors couvert, c'est 2 stratégies en fait par rapport au froid. Soit tu sors couvert et tu es un chevalier en armure. Le problème c'est que bataille d'Azincourt, les Français ont perdu contre les Anglais parce que, vous savez pourquoi d'ailleurs? Petit cours d'histoire. C'est vrai? Je vais donner toutes les histoires et la différence entre les 2 armures aussi. Ah ben heureusement parce que quand... C'est pas le froid et le chaud, ça n'a rien à voir. Justement, mais justement j'en viens là, donc dis-nous pourquoi. En fait les différences, la bataille d'Azincourt elle a été perdue pour 2 raisons. Les archers anglais qui avaient une capacité de tir qui était beaucoup plus longue. Ok, ça je savais pas. Donc en fait ils ont dézingué les cavaliers français qui étaient meilleurs que les cavaliers français, que les cavaliers anglais au départ. Mais en fait, ils avaient une portée de tir, les longues anglais tiraient jusqu'à 120, 130 mètres. Ah oui, d'accord. Les arcs droits et même les arcs bourguignons français tiraient à 70 mètres. Okay. Donc en fait, les anglais tiraient, d'où le... Eh oui. 2 doigts, tiraient un arc. Chaque fois qu'on chopait un anglais, on lui coupait un doigt, il n'y avait plus qu'un, il plus tirait. Donc le signe des Français aux Anglais, c'était ça. C'est pas les loin dans l'histoire, hein. Mais là, si tu lances, on n'aura pas assez pu s'éliminer. Essentiellement, c'est ça. Et la deuxième partie, c'est la couverture des armures. Les Anglais étaient en couverture de plaques légères, alors que les Français étaient en couverture de plaques complètes. Ce qui fait qu'en fait, la mobilité des chevaliers, alors que les chevaliers, les hommes d'armes au sol, ils étaient à poil. Hein. Okay. Mais les chevaliers étaient couverts complets avec des plaques d'armure qui étaient moins mobiles. Alors quand on dit moins mobile, c'est pas non plus... Il faut arrêter les films où les mecs ils montent sur leur cheval, ils font un tréteau et tout ça, c'est faux. Hein. Avec une armure, on fait des pompes, on fait des squats, on monte à des échelles, on fait tout ce qu'on veut. On aurait été plus près, je vous aurais amené la mienne, vous auriez pu voir. Non, voilà, sérieux, je te crois. Et la différence, c'est ça, c'est que les Anglais avaient ce qu'ils appelaient des... On les voit là, sur les blancs, ils avaient des armures qu'on appelle type Wisby. Les armures de type Wisby, c'est des armures de lame, c'est du lamellaire comme les Romains, c'est du lamellaire métallique qui sont cloutés sur du cuir, et ce qui leur donnait une mobilité et une gestion du poids qui était beaucoup moins lourde que les armures complètes et les plastrons complets français ou italiens,
tu veux, bah forcément son déplacement. Ouais. Merci beaucoup. Et les Anglais, c'était une prise avec de bois, les Français leur répondaient, non, vous en êtes Eh ben voilà, moi je connaissais que le deuxième argument, qui était donc qu'on était trop lourd, que les combattants étaient trop lourds, trop armés, avec des armures beaucoup trop grandes, et que la stratégie donc, quand tu es exposé au froid, c'est soit tu es un Spartiate et que tu dis attends, il y a un combat là? Alors moi je veux être le plus mobile possible, je veux pas être gêné par une armure, je veux juste ma lance, un casque à la limite, un bouclier, mais après je vais pouvoir bouger facilement. Ou sinon tu te dis, attends, je vais affronter un adversaire, alors je vais me blinder, je vais mettre une armure partout. C'est mon armure versus la personne. C'est pas moi et ma capacité d'agilité et de rapidité, c'est la résilience de mon armure face à la personne. Si le froid, tu te dis, t'es Daniel Craig, il dit, il fait froid, double doudoune. Ok, c'est le froid contre mon équipement. Versus le gars qui se dit, c'est pas moi, j'aimerais bien, mais c'est pas moi. Le gars se dit, bon, il fait froid, alors je vais faire travailler mon corps par rapport à ce froid-là. En fait, la stratégie est complètement différente et la réponse du corps est complètement, encore une fois, à 180 degrés. D'un côté, si tu sors sur couvert, donc la doudoune, etc., c'est l'équipement versus le froid, il n'y a aucune amélioration possible. Hein, votre doudoune ne va pas s'améliorer par rapport au froid, alors que vous êtes capable de le faire. C'est ça l'hormèse. Vous exposez régulièrement au froid, vous êtes de plus en plus mieux équipés pour gérer le froid. Par contre, vous allez pouvoir rester durer plus, vous allez pouvoir rester longtemps dans le froid. Daniel Craig, il fait toute sa scène de James Bond dans le froid, parce qu'il est couvert. Bon. Et la doudoune conserve la chaleur du corps. Hein. La doudoune, elle ne générera jamais de chaleur, hein. Elle conserve juste la chaleur du corps. Okay. Et par contre, on a froid aux extrémités. C'est pour ça que quand on a une doudoune, on a froid aux doigts. Hein, le corps il fait pas de chaleur, donc on se gèle les doigts, mais à l'intérieur il fait chaud, c'est très bizarre. Et on sent bien que c'est pas naturel. Par contre, quand on est à poil, c'est le corps-esprit face au froid. Il y a une hormèse qui est possible, c'est-à-dire il y a un rebond de chaleur, il y a une amélioration sur la longueur qui est possible dans le temps. Bon, on va pas durer longtemps, durer moins, ça c'est clair, on va pas rester toute la journée, on va rester que quelques minutes. Par contre, la minute où on va rester, on va sentir que ça travaille à l'intérieur, quoi. C'est ça qui nous intéresse. Et augmentation de chaleur, rebond physiologique, etc. Donc c'était exactement ça. Je me rappellerai toujours que l'un des premiers stages de froid que j'ai fait, il y avait dans l'assistance un prof de judo, un gaillard, le type c'était un cube, quoi. Il était très rigolo ce type, j'aimais beaucoup. Et il me dit, ah ouais, ton truc du froid, je comprends ça. Moi en hiver, quand j'ai froid chez moi à l'intérieur, dans ma maison, je me fous à poil et je sors dehors, histoire d'avoir vraiment froid un coup, comme ça quand je rentre après j'ai chaud. Je dis, ouais, t'as tout compris. En fait, instinctivement, t'avais tout compris. Tant que tu sors en doudoune, il se passe rien pour le corps. Il voit pas la chose. C'est comme s'il est aveugle, il voit pas le froid. Si tu le fais voir le froid, ah oui, d'accord, c'est ça qui se passe. Ok, on met en branle tous les processus physiologiques. Okay. Donc, d'où la relation au confort, à l'inconfort, tout ce qu'on a développé autour de ça. Par rapport à ça, quand on a une canicule comme celle qu'on vient d'avoir cet été, prendre une douche froide est une très mauvaise idée. Parce que ça nous fait un poussée de chaleur après, c'est pire. Rebond de chaleur. Par rapport au cycle circadien, c'est-à-dire que surtout le soir, normalement, vous avez une descente en température du corps qui vous pousse à aller au dodo. Hein, tout le corps descend en température, etc. Ce qui est pertinent dans tout ça, même dans le sport, c'est toujours le rebond, toujours la réaction par rapport à un stimulus. Là, par rapport au froid, vous allez avoir un rebond de chaleur. Donc, c'est-à-dire que votre température corporelle, vous allez faire augmenter le soir. Donc, généralement, le dodo, en fait, il ne se trouve pas facilement après. Donc, il faut prendre conscience de tout ça. Donc, on en arrive à ça, et puis on a terminé. Après, let's go, tout le monde en maillot de bain, et c'est la fiesta. Les différentes stratégies selon les objectifs. Si vous avez un objectif de récupération au niveau cardiovasculaire, je vous conseille une durée moyenne et une intensité basse, c'est-à-dire intensité c'est la température. Donc vous ne mettez pas des glaçons, vous faites juste un bain froid et une durée moyenne ça pourrait être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes.
Ce qui est intéressant pour la récup, moi je trouve, hein, puisque s'il faut jouer sur que le cardiovasculaire et j'enlève le sang, je remets le sang, j'enlève le sang, je remets le sang pour nettoyer tout ça, c'est la douche écossaise. C'est-à-dire chaud-froid. Alternance, chaud-froid, chaud-froid. Sur voilà, 20 secondes, 5 minutes. Voilà. Si c'est métabolique, volonté de perdre du poids, amélioration mitochondriale, comme on a vu au niveau des tissus, etc. Si c'est métabolique. Là, par contre, stratégie inverse. Très court, par contre, hyper intense. C'est-à-dire, je prends ce qui est le plus froid pour moi. Il pourrait y avoir des glaçons, mais ça peut être aussi de la douche froide en hiver. Ça peut être vraiment un truc, pour moi, c'est mon max. Et je vais faire ça sur 20 secondes, pas plus, quoi. C'est comme on va faire tout à l'heure. Ok, fini. Juste le choc du froid. Donc là, encore une fois, ça pourrait être une douche froide, ça pourrait être un bain glacé. 30 secondes à 1 minute, pour moi, c'est suffisant. Je veux juste le rush de noradrénaline, le truc, waouh, et c'est bon. Si c'est pour, par contre, gestion mentale, vous avez une athlète, un athlète, quelqu'un dans votre entourage que vous accompagnez, peu importe, ou même pour vous-même, et vous sentez que c'est vraiment mentalement que ça décroche facilement. Mentalement, c'est tout de suite, dès qu'il y a une adversité, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est je perds pied, narration interne négative, etc. Là, par contre, moi, je chercherai la durée. C'est-à-dire, on va se mettre dans du froid, qui par contre sera pas trop froid, hein, il y a un seul plus, c'est froid mais pas trop. Par contre, je vais te demander de fermer les yeux et de méditer et de rester seul avec toi-même dans le silence et de voir tout ce qui se passe. Et tu vas me dire après tout ce qui s'est passé dans ta tête, essaie de te focus sur ta respiration et tu restes longtemps. Voilà, ça pour moi c'est un travail mental qui est intéressant. Donc vous voyez là vous avez des stratégies, 3 stratégies différentes selon les objectifs de la personne. Et après, au niveau vraiment sportif, hein, j'entends, selon les types de séances, quel timing pour le froid, il semblerait que pour la muscu, tout ce qui est travail de renfort, muscu, crossfit, et même j'ai envie de dire HIIT, donc des intervalles à haute intensité, le froid étant ce qu'il y a de plus anti-inflammatoire, il semblerait qu'on ait des interférences et des côtés de contre-indication par rapport à l'utilisation du froid juste après une séance de muscu par exemple. Puisqu'on a provoqué un maximum d'inflammation locale au niveau des muscles, etc. pour provoquer justement des adaptations. C'est-à-dire on casse, et là il y a plein d'inflammations qui sont envoyées par les muscles qui disent il va falloir reconstruire et même construire plus de muscles que ce qu'on avait au départ, parce que visiblement on soulève des charges lourdes et donc voilà, il faut qu'on s'adapte. Mais si on envoie un contre-signal complètement différent de froid qui est complètement anti-inflammatoire, dit non, ici il ne s'est rien passé, on oublie, anti-inflammation, eh ben on fait 2 signaux qui sont complètement contraires et qui peuvent bloquer l'anabolisme qui va être fait dans les jours qui suivent. Donc le conseil c'est rien tout de suite après, laissez-vous une fenêtre de plusieurs heures et moi j'aurais même tendance à dire si vous accompagnez quelqu'un qui fait du bodybuilding par exemple, ce que j'ai souvent fait, j'ai souvent accompagné des gens dans le body, quand on est dans le bulk, quand on est dans la phase de prise de masse, je dis on ne fait pas de froid, c'est pas dans la stratégie. On va faire du sauna, on va faire d'autres choses, mais on ne fait pas de froid presque du tout. Par contre le froid il viendra dans d'autres moments de l'année, il viendra. Okay. Mais si c'est vraiment dans la stratégie, on est dans la pure construction musculaire, alors peut-être la petite douche froide ou quoi, mais pas le bain glacé quoi. Pas le bain glacé qui coupe toute l'inflammation pour moi. Bon, après c'est un parti pris personnel, mais on a très peu de retours encore des études scientifiques. On attend un petit peu tout ça. L'endurance semble, pour tous les efforts longs, etc., il semble ne pas y avoir trop de problèmes et trop d'interférences avec l'endurance. C'est-à-dire, si vous faites votre footing, vous faites une sortie de 1 heure, 2 heures de VTT, de vélo, peu importe, le froid ne semble pas couper les processus adaptatifs. Okay. Oui. Une prise de masse, c'est plus efficace alors pendant les périodes chaudes que froides. C'est plus efficace pendant les périodes. En été, tu veux dire qu'en hiver, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire à ce point-là, ce serait peut-être une trop grande extrapolation? Sans doute un petit peu, mais c'est à la marge, quoi, je pense. Ouais. Mais en effet, le chaud augmente par l'agitation des molécules, augmente l'anabolisme de base. Parce que les réactions chimiques se passent plus. Et les gens qui travaillent en laboratoire, les chimistes, te le disent bien. Si on veut augmenter les réactions chimiques quand on met un produit avec un autre,
tu augmentes la température du laboratoire de manière globale. Le froid éteint, tu sais bien que tu vas congeler tout, hein, les molécules, tout va un peu se figer dans le vivant, plus rien ne va advenir dans le froid. Donc voilà, on sent bien qu'il y a un truc que si tu veux provoquer de l'émulsion, le froid c'est pas le bon médium, quoi.